Le sénateur du jour, c'est Loïc Hervé qui nous accompagne ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et pendant cette première demi-heure, vous êtes élu de la Haute-Savoie, membre du groupe Union Centriste. On va balayer ensemble l'actualité et on commence par le fiasco dans la propagande électorale, le Parlement qui entend bien avoir des réponses. Après ce fiasco sur la distribution de la propagande lors des régionales et des départementales, Gérald Darmanin hier a dû s'expliquer devant les députés. Le Sénat, lui, veut consulter les maires. Avant d'en parler avec vous, on regarde ce sujet de Cécile Sixou. Je représente mes excuses aux Français qui n'ont pas reçu cette propagande. Face aux députés, Gérald Darmanin assume et demande pardon aux Français. Il reconnaît comme Jean Castex, le Premier ministre, qu'il y a eu défaillance. Trop de Français n'ont pas reçu dans leur boîte aux lettres les tracts des candidats aux 2 tours des élections régionales. Il y a eu des dysfonctionnements extrêmement graves et préoccupants. Monsieur le Président Abad, demandez à votre collègue d'arrêter de hurler. Dans la distribution de la propagande électorale. 3 causes principales expliquent ces erreurs pour le ministre de l'Intérieur: le report des élections, le délai court entre les 2 tours, mais surtout l'ouverture à la concurrence de la distribution imposée par une directive européenne. Gérald Darmanin a proposé hier de confier à l'État cette distribution. J'ai proposé au Premier ministre de proposer au Parlement, en dépit de la directive européenne, de réinternaliser l'intégralité des opérations électorales, la mise sous pli, comme la distribution. Et je crois que nous aurions tous intérêt, à la suite des conclusions du Parlement, de le faire assez vite pour l'élection présidentielle. De son côté, le Sénat, qui a transformé sa commission des lois en commission d'enquête, a lancé sur son site internet une consultation des maires pour recueillir leurs témoignages. Loïc Hervé, vous avez entendu les excuses hier de Gérald Darmanin. Est-ce qu'elles suffisent, ces excuses? Est-ce que vous les avez constatées, vous, en Haute-Savoie, les dysfonctionnements lors de ce second tour? Ça n'a pas été amélioré par rapport au premier tour? Nous avons vécu, pour ces élections départementales et régionales, des dysfonctionnements majeurs en termes de diffusion de la propagande officielle, de ces professions de foi qui permettent finalement à nos concitoyens de choisir tel ou tel candidat. Et surtout, pour un certain nombre de générations, ça représente le seul élément de choix. Et oui, effectivement, en Haute-Savoie, on a constaté des dysfonctionnements majeurs. Moi-même, je l'ai pas reçu au premier tour la propagande des régionales, au second tour la propagande des départementales. Et donc, j'entends les excuses du ministre de l'Intérieur, je les trouve insuffisantes parce que la sonnette d'alarme avait été tirée très en amont, notamment par mon groupe lors d'une question au gouvernement il y a une quinzaine de jours. Et on peut ergoter sur la question de la privatisation de cette diffusion. En tous les cas, on avait un système qui fonctionnait, qui permettait d'avoir dans les boîtes aux lettres en temps utile ces documents, et aujourd'hui on a privé les Français de cette chose-là. Ils l'ont exprimé d'une certaine manière par une abstention massive, c'est l'une des raisons de l'abstention massive, et donc moi je pense que la commission des lois du Sénat, avec cette consultation des maires qui vient d'être lancée cette semaine, va permettre d'avoir une espèce d'idée de la situation dans le pays. Une des réponses, c'est sans doute de réinternaliser cette diffusion. Parce que Gérald Darmanin, il propose de modifier la loi justement pour que ça revienne dans le giron du public, la distribution de la propagande électorale. Ça, vous le voterez? Oui, évidemment, mais moi je crois d'abord que nous avons en France une institution publique-privée qui s'appelle La Poste, qui faisait ce travail-là. D'ailleurs, les facteurs ont la connaissance dans leur tournée de l'identité des gens. Ils ont accès aux boîtes aux lettres avec le passe postal. Pourquoi avoir transmis ça à une société privée, en partie, dans un certain nombre de régions? Donc moi, oui, je voterai toute amélioration, mais et je pense que le ministre a raison quand il évoque les présidentielles et les législatives l'année prochaine, parce que ce sont des élections majeures avant d'ailleurs 2026, puisqu'on n'aura pas d'élections avant 2026, des sénatoriales en 2023, bien sûr. Mais donc c'est très important d'avoir une qualité très importante dans la diffusion. Beaucoup de personnes ne sont pas allées aux urnes parce qu'elles n'avaient pas reçu ces professions de foi dans la boîte aux lettres. Alors pour vous, ça fait partie des causes de l'abstention, c'est pas la seule. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, il lance une mission d'information sur l'abstention. Il évoque une consultation des Français. Est-ce que pour vous, c'est la bonne méthode? Oui, alors on peut faire le bilan, on peut toujours faire le bilan de ce qui s'est passé. En réalité, c'est pour moi très grave, puisqu'on a un taux d'abstention qui est extrêmement élevé, qui rejoint le taux d'abstention du référendum sur le quinquennat. Donc on est vraiment dans une situation, pour moi, qui est critique. Il y a la question de la crise sanitaire, il y a la question de la crise politique et démocratique, il y a la question des modes de scrutin qu'il faut évoquer, le vote par correspondance, pourquoi pas le vote électronique. Il faut vraiment qu'on ait une réflexion d'ici la présidentielle. Et je pense qu'il y a quand
quand même un sujet qu'il faudra à un moment donné poser. Le texte 3D ne sera malheureusement pas suffisant, mais c'est la question du rapport de nos concitoyens avec des collectivités locales, départements, régions. Je pense aux régions qui sont peut-être un peu trop grandes et qu'il y a une forme de perte de lien qui est importante, alors que ce sont des collectivités qui sont vraiment très présentes dans le quotidien, qu'il s'agisse des collèges, des lycées, des routes. Mais comment on fait? Parce qu'il semble y avoir une unanimité chez les élus pour dire qu'il ne faut pas de Big Bang territorial. Donc comment on fait maintenant face à ces grandes régions pour vous? Est-ce que pour vous, il faut la revoir, cette carte? Ceux qui ont dit, il faut pas, ceux qui disent il ne faut pas de Big Bang sont ceux qui ont fait précisément dans les dernières années la loi NOTRe, la loi de fusion des régions, etc. Oui, je pense que dans notre pays, il y a un sujet sur la cartographie départementale, sur la cartographie régionale, sur des EPCI, c'est-à-dire des intercommunalités XXL, où le lien démocratique s'est perdu entre les élus et les citoyens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regrouper un certain nombre de collectivités, les communes, les EPCI, etc. Ça veut dire qu'il faut se poser la question à chaque fois qu'on le fait. Je pense qu'on va parler de l'Alsace tout à l'heure. Chaque fois qu'on le fait, on va parler de la Savoie et de la Haute-Savoie surtout. Garder un lien qui est un lien important, qui est un lien qui est celui du quotidien pour que nos compatriotes... Donc ça veut dire redessiner la carte des régions pour vous? Et on nous a vendu la carte le redécoupage régional comme quelque chose qui allait faire des économies considérables. On a bien vu que c'était pas le cas. Et quand vous avez une région qui va de Chamonix à Aurillac, c'est la mienne. Vous voyez bien qu'il y a un problème de proximité. Ouais, et on va parler justement on va revenir sur la Savoie et la Haute-Savoie dans votre revue de presse tout à l'heure. On sait que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. On va continuer à parler de l'abstention. On va aller du côté de Poitiers, retrouver Baptiste Bis. Bonjour Baptiste. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de la Nouvelle République et à la une de l'édition de la Vienne. Aujourd'hui, quel sens donner au vote blanc? Oui, effectivement, c'est vrai que depuis 10 jours, le niveau exceptionnellement élevé de l'abstention aux élections départementales et régionales retient notre attention. Alors ce matin, dans les éditions de la Vienne, de la Nouvelle République et de Centre Presse, vous pouvez lire ce message rédigé sur une feuille d'écolier à grands carreaux et découvert lors du dépouillement à Saint-Benoît, près de Poitiers. Je vote pour ceux qui se sont battus pour mon droit de vote, mais je vote blanc. Hashtag dégoûté de la politique française. Alors si dans ce cas précis, il s'agit d'un bulletin nul, nous nous intéressons donc ce matin à une autre forme d'expression de la défiance des électeurs, le vote blanc. Dimanche, au second tour des régionales, les votes blancs représentaient 3% des suffrages dans la Vienne et les votes nuls 2,5%. C'est-à-dire qu'un électeur sur 3 seulement s'est déplacé pour aller voter et que sur ceux qui se sont déplacés pour aller voter, 1 sur 20 a choisi de voter blanc ou nul. Pourquoi voter blanc? Dans certains cantons, il s'agit d'un problème d'offre politique. Dans un canton de Poitiers, par exemple, les votes blancs représentaient 8,66% des suffrages au second tour des départementales. Exemple, dans la commune de Mignaloux-Beauvoir, tout près de Poitiers, 12 votes blancs régionales, 113 votes blancs au départemental sur 1122 votants. Donc clairement un problème d'offre. À Buxerolles, ville de 10 000 habitants de l'agglomération de Poitiers, le maire estime que les gens ne se reconnaissent pas dans des candidats qui n'affichent pas clairement leur couleur politique. Il entend aussi, dit-il, de plus en plus une défiance citoyenne. Selon ce maire, un seul élu est encore digne de confiance à leurs yeux, c'est le maire. Nous avons aussi interrogé des lecteurs sur Internet. Pour les régionales, certains estimaient que l'élection était jouée d'avance, tant Alain Rousset et le président sortant partaient favoris. Comme le vote blanc ne compte pas lors des élections, il semblerait que les citoyens expriment leur vote blanc par l'abstention qui affole et met en panique la classe politique, nous écrit un internaute. Alors avec l'abstention, le vote blanc est-il le signe d'une crise démocratique française majeure? Pas pour le politologue poitevin Dominique Breillat. Si le vote blanc est officiellement reconnu depuis 2014, il n'est toujours pas compté parmi les suffrages exprimés. Le professeur émérite de droit public de l'Université de Poitiers explique que le vote blanc est sans doute celui du citoyen le plus conscient qui vient voter avec une petite feuille blanche ou qui fait le choix de glisser une enveloppe vide dans l'urne. Loïc Hervé, est-ce qu'il faut aller plus loin dans la reconnaissance de ce vote blanc? Est-ce qu'il faut le compter dans les suffrages exprimés? On a déjà fait quelque chose d'important, c'est qu'on a distingué les votes blancs et nuls. Ça permet d'avoir donc ce compte différencié. Moi, j'avais une proposition à faire, peut-être que dans un certain nombre d'assemblées, la reconnaissance du vote blanc consisterait à laisser des sièges vides pour représenter le vote blanc.
Pourquoi pas. En tous les cas, la reconnaissance du vote blanc, autrement, je ne vois pas quel sens elle aurait. On évoque 5%, 8% dans ce département. C'est vrai que ce vote existe et que certains Français ne se reconnaissent pas dans l'offre politique. La plupart des Français se réfugient dans l'abstention et un certain nombre de nos compatriotes viennent voter et mettent un bulletin blanc dans... Donc pour vous, le compter pleinement dans les élections locales et dire c'est à 8% de vote blanc, il y a 8% de sièges vides dans l'Assemblée départementale régionale? Non mais je pose la question parce que la vraie reconnaissance du vote blanc, c'est ça. Sinon, si c'est pour avoir une ligne à part, on a distingué les blancs et nuls, etc. Je le redis, il faut avoir quelque chose qui soit palpable par nos compatriotes, sinon ça n'a aucun sens. Un mot sur votre autre une, Baptiste, une des Deux-Sèvres. Tout autre sujet, c'est les gendarmes qui manient l'humour. Oui, on reste dans le Poitou, mais dans l'édition des Deux-Sèvres de la Nouvelle République, avec ce sujet sur la gendarmerie qui a adopté un mode de communication décalé sur les réseaux sociaux. Alors, depuis le mois dernier, le groupement départemental de la gendarmerie des Deux-Sèvres a résolument changé de ton sur son compte Twitter et sur sa page Facebook. Moins officiel, plus léger, la recette a déjà fait le succès de la gendarmerie des Vosges. Son commandant est invité sur les plateaux télé pour témoigner, il vient même d'être promu et les autres groupements sont invités à suivre l'exemple. Alors à Niort, le commandant Olivier Valois a commencé à poster des messages moins institutionnels, parfois avec une pointe d'humour, et il constate que ces messages passent mieux. Le succès a été immédiat, comme en témoignent les nombreux commentaires. Bravo à la personne qui rédige vos messages, ils sont drôles et ce changement de ton fait l'unanimité, réagit une internaute. Les messages ne sont jamais gratuits, il ne s'agit pas de se faire plaisir, ils continuent à faire passer une information ou de la prévention, qu'il s'agit de sécurité routière ou d'alerte météo. Rédigés de façon moins stricte et officielle, ils sont mieux reçus. L'annonce du passage du couvre-feu à 23h, le 9 juin par exemple, a été faite à la façon d'un crieur du Moyen-Âge. Si on avait juste dit que les gens n'avaient pas le droit de sortir après 23h, ils auraient protesté, nous explique Olivier Valois. Là, on fait passer le message plus facilement. Sur Facebook, la gendarmerie des Deux-Sèvres est déjà passée de 8500 à 15 000 abonnés en un mois et demi. Et sur Twitter, le nombre de followers a bondi de 400 à 900. À noter au passage une spécificité deux-sévrienne, là où tous les comptes Twitter des gendarmeries commencent par @gendarmerie suivi du numéro du département. Celle des Deux-Sèvres est plus originale. Son compte, c'est @Sèvres2. Merci beaucoup, merci Baptiste d'avoir été avec nous depuis Poitiers. Un bon moyen pour faire passer des messages, cet humour, Loïc Hervé? Oui, je crois que c'est très bien. Moi, je trouve très drôle le compte Twitter de la gendarmerie des Vosges. Il y a un risque, il y a un vrai risque, c'est que tout le monde ne comprend pas l'humour de la même manière et que si jamais un compte institutionnel faisait une blague qui soit mal perçue, à ce moment-là, il y a un risque pour l'institution. Donc faut que ces tweets soient évidemment rédigés à plusieurs pour garantir qu'évidemment on n'aille pas choquer une partie de l'opinion publique. Allez, on va passer à l'actualité du Sénat maintenant. Loïc Hervé, les sénateurs qui ont donc voté cette nuit la loi antiterroriste. On voit ça avec notre journaliste parlementaire, Marion Vigreux. Bonjour Marion. Bonjour Ariane, bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Et Marion, cette nuit, le Sénat a donc voté le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, une loi déjà adoptée par l'Assemblée nationale. Oui, un texte qui comporte deux grands axes, terrorisme et renseignement. Il vise à compléter les outils de prévention d'actes de terrorisme, mais aussi à doter les services de renseignement de moyens d'action adéquats pour répondre aux menaces. Et justement, sur ce point-là, dès le début de la séance, Olivier Cigolotti, le rapporteur pour avis de la Commission des avis étrangères, est venu rappeler les enjeux. Écoutez-le. Le terrorisme constitue la première des menaces, mais nos services continuent également à faire face aux agissements de puissances étrangères de plus en plus décomplexées qui utilisent tous les jours les moyens fournis par les nouvelles technologies et le cyber. Dans ce contexte, il était important que les services de renseignement, ceux du ministère des Armées bien sûr et ceux des autres ministères, continuent à disposer des moyens les plus efficaces et les plus performants pour mener leurs actions. Voilà pour le volet renseignement. Mais l'autre difficulté autour de ce texte très sensible, c'est de trouver la bonne mesure entre liberté et autorité. Et justement, deux motions ont été déposées par le groupe communiste et le groupe écologiste. L'un dénonçant des mesures anticonstitutionnelles, l'autre s'inquiétant de cette succession de lois sécuritaires qui se veulent, je cite, antiterroristes, mais qui sont liberticides. Écoutez à ce sujet la sénatrice Esther Benbassa.
La présente motion propose de déclarer irrecevable le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement en raison des risques d'irrecevabilité constitutionnelle pour certaines de ces dispositions, comme les atteintes à la liberté d'aller et venir, au secret des correspondances, au secret professionnel, à la vie privée et familiale qu'ils risquent de faire peser sur nos concitoyens. Les deux motions ont été rejetées, mais Loïc Hervé et Éliane Assassi expliquaient hier que la lutte contre le terrorisme sera efficace quand on commencera par traiter les causes et non les symptômes, quand on décidera de préférer la prévention à la répression. Qu'en dites-vous ? Moi, j'ai voté ce texte, non sans réserve, mais je l'ai voté quand même, parce que je pense que le Sénat a fait une œuvre législative intéressante d'essayer de toujours... Et on l'a vu sur sécurité globale, toujours garder un équilibre entre ces impératifs de sécurité et la préservation des libertés publiques. Le problème de fond, c'est que le terrorisme dans notre pays est une affaire qui est rentrée dans le quotidien et que, année après année, en matière de sécurité comme en matière de lutte contre le terrorisme, on fait rentrer dans le droit positif, dans le droit courant, des dispositions qui sont normalement des dispositions exceptionnelles. Et finalement, ce texte, il consacre ça, c'est-à-dire qu'on évapore dans le droit habituel des dispositions qui devraient rester exceptionnelles. Et ça, sur la question des principes, oui, ça m'interroge. Je pense qu'on n'avait pas malheureusement d'autre choix que de voter ce texte. Et c'est vraiment, encore une fois, cette question d'un équilibre extrêmement précaire que l'on doit essayer de rechercher. Et donc vous en convenez, ce que disait Esther Benbassa, il y a certaines mesures liberticides qui effectivement sont en train de rentrer dans le droit commun. Vous ne diriez pas liberticide? Non, parce qu'elle en tire la conséquence et elle ne vote pas le texte, ou elle présente une motion qui vise à rejeter le texte avant même toute discussion. Moi, le texte, je l'ai voté hier soir. Donc je tire pas les mêmes conclusions qu'elle. Mais je pense que effectivement, on fait rentrer dans le droit des mesures extrêmement intrusives en matière de liberté publique, de vie privée. Et moi qui siège à la CNIL, par exemple, qui suis à la commission des lois dans cette maison ici, je suis très inquiet de voir que progressivement, la question de la préservation des libertés publiques est un sujet qu'on balaye un peu d'un revers de main alors que l'état de droit se fonde là-dessus. Et Marion, parmi les articles votés hier, certains viennent pérenniser des mesures déjà existantes. Oui, et parmi elles, 4 mesures de police administrative qui étaient pour le coup exceptionnelles, à savoir la mise en place de périmètres de protection d'un lieu ou d'un événement, la fermeture administrative des lieux de culte, les visites domiciliaires et les saisies, et enfin les MICAS, les mesures individuelles de contrôle et de surveillance destinées aux condamnés pour terrorisme qui sortent de prison. Et sur ce point des MICAS, le Sénat et le gouvernement s'opposent. Dans son projet de loi, le gouvernement veut faire passer de 1 à 2 ans la durée de contrôle des condamnés. Il considère que cet allongement est indispensable au vu de la persistance de la menace de certains individus. Or, pour les sénateurs, cette décision pourrait s'avérer anticonstitutionnelle. L'article a donc été réécrit en mêlant mesures administratives puis judiciaires. Mais hier, les deux parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente. On peut donc s'attendre à de prochaines discussions sur ce point. Loïc Hervé, le gouvernement a rappelé que 188 condamnés pour terrorisme sortiront de prison d'ici 2025. Sur la question de l'allongement de la durée de leur surveillance, est-ce que vous êtes plutôt du côté du gouvernement ou du Sénat ? D'abord, c'est un vrai sujet, notamment un sujet pour l'opinion publique, parce que nos compatriotes ne comprennent pas que des terroristes récidivistes ou potentiels récidivistes puissent recouvrer la liberté totale après avoir purgé leur peine de prison et que des mesures de suivi doivent être mises en œuvre. Donc là-dessus, moi je suis assez en phase avec ce que proposait le rapporteur hier et qui permet d'avoir quelque chose qui soit constitutionnel. On l'a vu sur la loi sécurité globale. Celui qui contrôle aujourd'hui l'écriture de la loi, c'est le Conseil constitutionnel. Donc je dis au gouvernement de bien entendre, non pas ce que dit seulement le Sénat, mais ce que disent aussi les sages du Conseil constitutionnel, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut et dire qu'on est très allant sur ces sujets-là. Il y a un moment où la loi sera passer au crible de sa constitutionnalité et on ne peut pas le faire d'un revers de main. On l'a fait avec Marc-Philippe Daubresse sur la loi sécurité globale. On a essayé au maximum de rendre cette loi constitutionnelle. On a vu quand même que le Conseil constitutionnel a
censuré une très grande partie des dispositions que nous avions Mais un mot là-dessus, écrites. parce que cette question du suivi des condamnés terroristes, ça fait longtemps qu'elle est posée. Il y avait une précédente proposition de loi de la majorité présidentielle, cette fois, qui a été retoquée justement par le Conseil constitutionnel. Est-ce que la Constitution actuelle, elle permet de lutter efficacement contre la menace terroriste pour vous ? Alors, ça nous emmènerait sur un débat constitutionnel. Vous savez comme moi que la question constitutionnelle est une question sensible et qu'on ne peut pas l'amender aussi simplement qu'une loi ordinaire. On vit avec le terrorisme, ce qui est absolument une horreur, même intellectuelle pour la plupart d'entre nous. Et donc, cette question précise des terroristes condamnés en fin de peine est une question où le Sénat a essayé de trouver une espèce d'entre-deux. On va voir ce qu'il en ressort avec la commission mixte paritaire et surtout avec le passage au Conseil. Ça veut dire que vous avez un doute, y compris sur la constitutionnalité de ce qui a été voté hier au Sénat précisément sur cet article ou pas ? Je pense que le Sénat justement a trouvé le bon compromis. Un compromis qui permettra de passer sous les fourches codines du Conseil constitutionnel, mais en réalité on n'en sait rien tant que le Conseil constitutionnel n'a pas statué. Oui, on attendra évidemment. Marion, restez avec nous pour la revue de presse. Juste un mot sur une autre actualité du Parlement. Il y a aussi une question du Conseil constitutionnel, c'est l'adoption hier de la PMA pour toutes. Adoption donc définitive par le Parlement après un ultime vote de l'Assemblée nationale. La majorité sénatoriale s'y était opposée ici. Et les députés LR et UDI vont déposer justement un recours au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous soutenez ce recours ? Est-ce qu'il vous paraît justifié ? Au-delà de soutenir ce recours de députés LR et centristes à l'Assemblée nationale, je dois vous dire que je suis assez troublé par l'adoption de cette loi dans le contexte actuel. On a un contexte sanitaire, politique et compliqué, et on a un acharnement sur le vote de cette loi, avec l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, avec un certain nombre de dispositifs, notamment en matière de bioéthique, que moi je contexte et je trouve dangereux. On n'a pas totalement tiré les conséquences de la crise sanitaire en matière de fin de vie, en matière d'accompagnement des malades, et je trouve que ce type de loi, il mérite une forme de consensus national qui n'existe pas et qui ne peut pas exister de fait par rapport à la situation politique que nous vivons. Donc, ça veut dire qu'il ne fallait pas le faire maintenant ? C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il aurait dû y renoncer, c'est ça ? Il y a un certain nombre de promesses de campagne du président de la République auxquelles il a renoncé, arguant précisément de la situation sanitaire dans le pays, de la situation économique qui sera subséquente. Et donc, je pense que on aurait dû temporiser sur cette loi pour ne pas fracturer une fois de plus le peuple français sur ce sujet-là. Allez, on va terminer par votre revue de presse maintenant, Loïc Hervé, avec Marion. Et on parlait de la crise sanitaire et justement on va commencer cette revue de presse avec le Dauphiné libéré qui nous parle du Covid. Et du Covid, en Haute-Savoie, dans la commune des Ouges, 2 classes de l'école primaire ont été fermées ce mardi matin en cause de la découverte d'un cluster avec à ce jour 2 enfants contaminés et une enseignante. Les premières analyses indiquent qu'il s'agit d'un variant, mais on ne sait pas encore s'il s'agit du variant indien Delta. L'ARS a en tout cas proposé des tests à toutes les familles qui le souhaitaient et vendredi, un centre de vaccination pourrait être monté en urgence. À noter que dans le département, le taux de première injection de vaccin contre le coronavirus est de 46%, toutes tranches d'âge confondues. C'est un peu moins que la moyenne nationale. Loïc Hervé, est-ce que l'accélération du variant indien conjuguée à ce ralentissement de la vaccination, certaines réticences, est-ce que ça vous inquiète ? Je ne sais pas si ça m'inquiète. En tout cas, le département de la Haute-Savoie est un département dynamique et touché par forcément des déplacements ou de populations qui sont plus importants. Donc il y a 2 clusters, il y en a un à Balaison et un aux Ouches. Moi, je suis vacciné et je suis pour la vaccination. Alors la vaccination non obligatoire. Et je pense que dans notre pays, il faut que nos compatriotes fassent le pas de cette vaccination-là. Et effectivement, dans mon département, je milite pour que d'abord les gens aient accès, c'est quand même ce qui s'est produit puisque l'État et les collectivités locales ont mis en place des centres de vaccination et moi j'incite plutôt les Hauts-Savoyards à aller se faire vacciner, notamment avec cette question du développement du variant qui est beaucoup plus contagieux que le précédent. Et sur le fait de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants par exemple, comme le propose le ministre de la Santé ? C'est un choix difficile. Moi-même étant militaire de réserve, je ne me suis jamais posé la question de la vaccination puisque quand
je faisais ma visite médicale, si je n'étais pas à jour de mes vaccins, le médecin allait chercher le vaccin dans le frigo pour me l'administrer immédiatement. Donc je pense que dans le domaine médical, la question se pose. Dans la population, c'est très bien dans le vaccin obligatoire. J'aimerais savoir comment on court après les personnes pour leur administrer. Mais oui, pour les soignants. Pour les soignants, plutôt parce qu'ils sont en contact avec des malades ou avec des personnes qui sont vulnérables, qui normalement ont été vaccinées en priorité d'ailleurs. Allez, pour terminer, on va parler des départementales et on va parler aussi de votre département de la Haute-Savoie. Avec ce constat, la Haute-Savoie ne déroge pas à sa tradition et reste ancrée à droite. Le journal Les Échos revient sur le vote de dimanche et rappelle que tous les cantons ont été remportés à plus de 50% des voix par la droite, sauf celui d'Annemasse, où c'est un tandem de gauche qui s'impose. Ces élections départementales, comme les régionales, on le sait, elles n'ont pas rencontré un franc succès et certains s'interrogent même sur l'avenir de ces collectivités. À vos yeux, est-ce que les départements ont encore du sens ou estimez-vous qu'il faille repenser ces structures, vous qui êtes, je crois, favorable à une fusion des Savoies? Premier élément, je suis un départementaliste. Je considère que le département napoléonien est un héritage important qui permet d'avoir cette proximité-là, y compris d'ailleurs dans le mode d'élection des conseillères et des conseillers départementaux dans des cantons. C'est-à-dire qu'on attache des personnes à un territoire et je trouve ça très, très intéressant. D'ailleurs, j'étais plutôt favorable à la réforme Sarkozy du conseiller territorial qui permettait pour le département et pour la région d'avoir des élus totalement ancrés dans les territoires. Sur la question de la fusion des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, ce sera entre les mains des élus des deux départements dans les 7 ans qui viennent de choisir ce rapprochement ou pas. Ce qui est certain, mais vous souhaitez par exemple une consultation de la population? Frédéric Bierry, dimanche soir, il a dit « Moi, je veux consulter les Alsaciens ». Je vais déposer un amendement dans la loi 3D pour que la consultation en cas de fusion de départements ou de communes soit obligatoire. Les concitoyens doivent être élus. En Savoie et en Haute-Savoie, fusionner les deux départements n'a aucun intérêt si nous ne gagnons pas en compétences. En matière économique, en matière de mobilité, en matière transfrontalière, le nouveau département réunifié aurait du sens si de nouvelles compétences sont transférées de la région vers cette collectivité transfrontalière, qui est une collectivité qui évidemment parle nos voisins suisses et italiens. Et on suivra tout ça avec vous, Loïc Hervé. Vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Marion, à tout à l'heure dans le Club des Territoires. Et dans